Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de la Minute Pédagogique de la saison 2013-2014 du Phénix. J'en profite pour saluer Nicolas Turquet qui était mon prédécesseur ici et qui a animé, présenté cette Minute Pédagogique pendant 3 saisons. Aujourd'hui, la Minute Pédagogique sera consacrée aux femmes savantes dans une mise en scène de Denis Marlot. Dans un premier temps, je vous parlerai des femmes savantes, du contexte de création et de l'argument de la pièce. Ensuite, je vous présenterai la mise en scène de Denis Marlot, le parcours de ce metteur en scène, la création des femmes savantes au château de Grignan, ainsi que quelques éléments de scénographie. Et nous terminerons évidemment par les pistes pédagogiques. Intéressons-nous tout d'abord au contexte de création de la pièce. En 1672, Molière est à l'apogée de sa carrière. Cependant, en 1668, il connaît un succès mitigé avec l'Avare, qui lui fait promettre, je cite, une pièce comique de sa façon qui fut tout à fait achevée. Avec les femmes savantes, Molière revient à l'écriture versifiée qu'il avait délaissée avec le Misanthrope en 1666. Il reprend le sujet d'un de ses premiers succès, Les Précieuses Ridicules, écrite en 1659, tandis que Les Précieuses Ridicules s'apparentaient plutôt à une farce puisqu'elles étaient composées d'un acte seulement. Avec les femmes savantes, Molière écrit une grande comédie, c'est-à-dire une comédie en 5 actes et versifiée. Dès la première, en mars 1672, cette pièce connaît un immense succès qui ne se démentira pas puisqu'on compte aujourd'hui à la Comédie Française plus de 1000 représentations de cette pièce. Mais de quoi parlent les femmes savantes? Que lui vaut un tel succès? Cette comédie présente une famille qui est troublée par le goût pour les sciences que développe et que manifeste Philaminthe, la mère, Armande, sa fille aînée, et Bélise, la tante de cette dernière. Ces personnages apparaissent en vert sur le schéma des personnages. En introduisant chez elle Trissotin, qui est un savant philosophe absolument vaniteux et détestable, et Vadius, qui est installé par Trissotin dans le salon de ces dames parce qu'il sait le grec, elles pensent qu'elles vont élever leur esprit, or il n'en est rien, puisque l'unique but de Trissotin, c'est d'acquérir, de conquérir et d'obtenir la dot d'Henriette, la fille cadette de Philaminthe. Face à ce virus intellectuel, la résistance s'organise autour de 4 personnages. Chrysale, le père de famille, qui est d'abord soumis au pouvoir despotique de sa femme Philaminthe, mais qui peu à peu s'émancipe, notamment dans la scène où il prend position pour Martine, la servante qui s'est fait renvoyer pour un simple écart de langage. Dans le clan des gens de bon sens, il y a également Ariste, le frère de Chrysale, et les 2 amoureux, Henriette et Clitandre. Les 2 amoureux ont le projet de se marier, et puis ils sont soutenus dans ce projet par Chrysale, mais pas par Philaminthe, la mère de famille, qui veut marier sa fille à Trissotin, le savant. Elle abandonnera vite ce projet quand elle se rendra compte qu'en fait Trissotin n'est pas du tout le savant qu'il prétend être et que la seule chose qui l'intéresse, c'est la dot d'Henriette. Je m'arrête là volontairement, je ne vous raconte pas la fin de l'intrigue, je passe tout de suite aux thèmes principaux de la pièce qui me semblent importants dans cette minute pédagogique. Le premier thème développé par Molière dans cette pièce, c'est celui de l'éducation et plus particulièrement celui de l'éducation des femmes. Ce thème est présent déjà dans l'École des maris et dans l'École des femmes, pièce où, je vous le rappelle, Agnès, qui est une jeune pupille, se révolte contre l'état d'ignorance et de soumission dans lequel la laisse Arnolphe, son tuteur. Par rapport à ces 2 pièces, Les femmes savantes peut apparaître comme une prise de position plus rétrograde de la part de Molière. Je vous renvoie notamment à la tirade de Chrysale à l'acte 2, scène 7, où il réduit la femme aux tâches ménagères et à la cuisine. En effet, dans Les femmes savantes, Molière se moque de manière acerbe de ces femmes qui prétendent détenir un savoir. Cependant, en critiquant et en se moquant des femmes savantes, Molière évidemment ne s'attaque pas au savoir en tant que tel, mais bien à ceux qui prétendent le détenir et à leur dogmatisme. C'est d'ailleurs à cette époque que se développe dans les salons et les académies privées le goût pour le savoir, et les femmes réclament également l'accès au savoir. Une d'entre elles, Madame de Scudéry, célèbre auteure de l'époque, analyse donc cet accès des femmes au savoir de cette façon, je cite « Vu la manière dont il y a des dames qui passent leur vie, on dirait qu'on leur a défendu d'avoir de la raison et du bon sens, et qu'elles ne sont au monde que pour dormir, pour être grasses et pour ne dire que des sottises. » Pour répondre à la demande des femmes, donc d'accéder au savoir, les savants délaissent leur jargon et se mettent à écrire des manuels destinés spécifiquement au public féminin. Je vous cite par exemple le titre d'un de ces manuels, « Fine philosophie accommodée à l'intelligence des dames ». Ainsi, Madame de Sévigné s'intéresse à la théologie, Madame de Lafayette s'intéresse au latin et Madame de la Sablière s'intéresse aux mathématiques. Dans Les femmes savantes, Molière exige donc la même modestie de la part des femmes instruites que celle qu'on exige de l'honnête homme au XVIIe siècle. Après l'éducation et l'éducation des femmes, je vais maintenant m'intéresser à la portée satirique de la pièce.
En effet, à travers le personnage des deux savants, Molière s'attaque au dogmatisme et à ceux qui prétendent savoir, comme on l'a vu auparavant, mais c'est également pour lui l'occasion de régler ses comptes avec deux personnes bien réelles de son temps. La première personne, c'est l'abbé Cotin. Et je signale au passage que le personnage de Trissotin, le savant, s'appelait à la création de la pièce Tricotin. On voit bien ici la référence directe à l'abbé Cotin, qui était un célèbre académicien et qui a participé à la cabale menée contre le Tartuffe à la sortie de la pièce. Ce personnage publie des pamphlets très violents à l'égard des comédiens, en les fustigeant et en disant que les comédiens sont des bouffons infâmes. Molière reproduit donc dans Les Femmes savantes des passages exacts des œuvres de l'abbé Cotin pour les tourner en dérision. La deuxième personne avec qui Molière règle ses comptes dans Les Femmes savantes, c'est Gilles Ménage, un célèbre helléniste du XVIIe siècle que l'on retrouve à travers le personnage de Vadius dans la pièce. On peut donc dire que Les Femmes savantes, c'est une riposte de Molière contre ses détracteurs. Après cette remise en contexte historique et l'analyse des principaux enjeux des Femmes savantes de Molière, je vais vous parler d'une mise en scène bien actuelle, presque 4 siècles après l'écriture de la pièce, celle de Denis Marlot. Denis Marlot est l'un des plus importants représentants de la mise en scène québécoise. Il s'est formé au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, puis il a suivi des stages en Europe où il a eu un choc esthétique pour le metteur en scène Cantor, qui s'inspire du dadaïsme et du surréalisme, et il a fondé sa compagnie Ubu en 1982. En 30 ans d'activité de scénographe, de concepteur, de metteur en scène, Denis Marlot a mis en scène plus de 40 spectacles, dont la moitié a tourné en Europe et dont 5 ont été présentés au Festival d'Avignon. Ses premières créations s'inspirent de collages, de textes dadaïstes et surréalistes, et de manière générale, Denis Marlot s'intéresse aux textes d'avant-garde. Il crée aussi pour des musées, je cite par exemple sa création au Musée d'art contemporain de Montréal, ou alors au Centre Georges Pompidou de Paris. Dans les années 1990, il propose plusieurs mises en scène de Beckett, notamment La Dernière Bande en 1994. Autre élément important à connaître pour comprendre le travail de Denis Marlot, c'est le caractère pluridisciplinaire de son travail, puisqu'il fait appel à des vidéastes, à des musiciens et à des plasticiens dans ses mises en scène. Les années 2000 marquent un tournant dans sa carrière, puisqu'il devient directeur du Théâtre français du Centre national des arts d'Ottawa, et que commence sa longue et fructueuse collaboration avec Stéphanie Jasmin, qui intervient d'ailleurs sur le spectacle Les Femmes savantes. Elle intervient en tant que co-directrice déjà de la compagnie Ubu et également en tant que conceptrice des vidéos qui sont projetées. Autre étape importante dans la carrière de Denis Marlot, c'est le cycle des fantasmagories technologiques. Ce sont des termes qu'il emploie lui-même pour désigner certaines de ses pièces, notamment la mise en scène des aveugles de Maeterlinck. C'est une mise en scène qui se situe entre l'installation et le théâtre de masques, puisque le principe de cette mise en scène, c'est de projeter le visage des comédiens sur des masques en relief. De ce fait, les comédiens ne sont plus présents au plateau. Dans les années 2000, il se tourne vers des textes du répertoire. En 2007, Othello. En 2011, Agamemnon. Je signale d'ailleurs que Denis Marlot est le premier metteur en scène québécois à mettre en scène un spectacle à la Comédie Française. En 2012, Le Roi Lear. Et également cette même année, le spectacle qui nous intéresse, Les Femmes savantes. Ce spectacle a été créé au château de Grignan, dans la Drôme, dans le cadre du festival Les Fêtes Nocturnes. C'est un festival qui a lieu depuis 20 ans et qui demande à un metteur en scène de mettre en scène un texte du répertoire classique en tenant compte du lieu et donc en proposant une scénographie qui entre en dialogue avec ce lieu du château. Denis Marlot apprend que le château a appartenu à Madame de Sévigné, puis à sa fille, avec qui elle échangeait des lettres qui sont devenues célèbres. Il se dit donc que Madame de Sévigné est une femme savante du XVIIe siècle, et lui vient donc l'idée de la pièce de Molière, Les Femmes savantes. Denis Marlot monte ce spectacle avec son équipe de comédiens habituels, qu'il connaît pour certains depuis plus de 30 ans, et il signale que la création dure 9 mois et qu'un travail particulier a été réalisé sur l'Alexandrin et sur évidemment les conditions de jeu en plein air, puisque la pièce se joue sur le parvis du château où sont installés des gradins. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de cette pièce donc au château de Grignan. Dans cet extrait, vous allez retrouver Philaminte qui surprend son mari en train de défendre Martine, la servante qu'elle vient de renvoyer pour un écart de langage. Et vous découvrirez aussi l'arrivée de Trissotin et observez bien les personnages féminins qui sont en admiration, en adoration même pour ce personnage de savant. On me menace si je ne sors d'ici de me bailler 100 coups. Non, vous demeurerez, je suis content de vous, ma femme. Bien souvent à la tête plus chaude. Et je ne veux pas, moi... Moi, je vous vois maraude.
Vite, sortez, friponne, allons quitter ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, c'en est fait. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Pourquoi vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous en partie contre moi? Mon Dieu, non! Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de séance. Eh bien oui! Dit-on quelque chose de la con? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme, avec raison, vous chasse. Coquine! Votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore. Dans cet extrait, vous avez pu apercevoir le château de Grignan, devant lequel donc, la pièce a été créée. Pour Denis Marlot et Stéphanie Jasmin, le château représente les vacances, le lieu, la résidence secondaire, la résidence d'été. De ce fait, ils choisissent d'inscrire les femmes savantes dans ce contexte de villégiature. Et on retrouvera d'ailleurs sur le plateau les maillots de bain, les chemisettes, les canotiers, les chaises longues et une lumière très solaire. L'élément central de la mise en scène, que vous retrouverez donc au Phénix, c'est le bassin, qui n'est pas présent dans la réalité au château, qui a déjà été recréé dans le cadre du château, et autour duquel s'organise toute la mise en scène. Dans cet extrait vidéo, vous avez également pu voir la façade du château qui a été remplacée par un écran sur lequel sont projetées différentes images. On retrouve d'ailleurs le côté pluridisciplinaire du travail de Denis Marlot. Quant au contexte, puisque vous avez pu voir également que le contexte et l'ancrage temporel choisi par Denis Marlot est assez étonnant, c'est en lisant la pièce que Denis Marlot a choisi et a pensé immédiatement d'ailleurs au contexte des années 50 pour 3 raisons. Il évoque 3 raisons. Tout d'abord, une accroche personnelle, puisqu'il est issu lui-même de la génération des années 50. La deuxième raison, c'est qu'il s'intéresse à l'avant-révolution tranquille, qui a marqué l'histoire du Québec à cette époque, où les femmes jouent un rôle important dans l'émancipation des familles. Et enfin, troisième raison, Denis Marlot est stimulé par le jeu des anachronismes et il trouve ce jeu plus donc stimulant, plus intéressant que la reconstitution historique du contexte du XVIIe siècle. On peut donc dire que Denis Marlot aborde la pièce comme un texte résolument contemporain. On retrouve cet ancrage temporel, vous avez pu le remarquer dans l'extrait, à travers l'étoffe et la coupe des costumes notamment. Et puis, je signale aussi le Vespa, donc pour l'arrivée de Trissotin, qui fait référence à ce contexte historique. La première chose que je vous suggère pour exploiter le spectacle avec vos élèves, c'est un travail sur la transposition d'un texte du répertoire classique dans un autre contexte historique ou culturel. Alors il sera intéressant d'interroger cette question-là en alimentant la réflexion, notamment avec des extraits du Tartuffe d'Ariane Mouchkine qui déplace la pièce du XVIIe siècle dans un contexte oriental, passant ainsi d'une critique de la fausse dévotion à une critique du fanatisme religieux de manière plus générale. Autre ressource que vous pouvez utiliser également, toujours dans l'optique de travailler sur la transposition d'un texte classique dans un autre contexte, c'est la transposition de la mise en scène de David Bobet, de Roméo et Juliette, qui transpose donc la pièce dans un contexte de guerre de gang avec utilisation d'armes à feu notamment. Enfin, dernier exemple que vous pouvez utiliser pour réfléchir à cette question avec vos élèves, il faut aller le chercher dans la saison dernière du Phénix où était présentée une mise en scène de Cyrano de Bergerac par Dominique Pitoiset,
qui proposait de recontextualiser cette pièce dans un hôpital psychiatrique. Alors il serait intéressant de se demander ce que cela produit au niveau du sens et de la réception du texte. Par rapport aux femmes savantes, vous pouvez interroger les élèves sur ce qui, dans le texte de Molière, permet la transposition que propose Denis Marleau dans les années 50. Et qu'est-ce qui fait, à l'époque de l'écriture de la pièce, sa modernité. D'un point de vue pratique, je vous propose un travail de groupe avec vos élèves où vous pourrez leur proposer une même scène des femmes savantes et leur proposer plusieurs pistes de contexte, de situation. Et ainsi mettre en commun à l'issue de la séance de travail pour voir ce que produisent les différents contextes sur le texte et sur sa réception. La deuxième piste pédagogique que je vous proposerai pour exploiter le spectacle avec vos élèves, c'est une piste qui concerne le contexte. Alors le contexte à la fois de l'écriture de la pièce, donc le XVIIe siècle, où, je vous l'ai dit, les femmes tentent d'accéder au savoir et réclament un accès au savoir, et le contexte de la mise en scène de Denis Marleau, donc les années 50. Je vous propose de faire réfléchir les élèves dans le cadre d'un travail plus spécifique sur l'évolution de la place et du rôle de la femme tout au long du XXe siècle. Pour cela, vous pourrez vous appuyer notamment sur une interview de Simone de Beauvoir qui nous explique les débuts du féminisme et son engagement dans le féminisme, et sur un corpus documentaire qui regroupe différents documents qui pourront alimenter la réflexion. Je vous propose de commencer par une citation pour réfléchir à la troisième piste pédagogique. C'est Trissotin donc, qui dit « J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sots et non pas la science. » Clitandre lui répond « Vous avez cru fort mal et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. » Vous aurez compris donc qu'il s'agira de réfléchir avec vos élèves à la dimension satirique de la pièce. Pour étudier la dimension satirique de la pièce, vous pourrez bien sûr sélectionner des passages pour les étudier avec vos élèves. Notamment, je vous renvoie au discours des pédants et aux réactions des précieuses en retour, voir comment elles réagissent et comment elles sont en adoration face aux deux personnages, Vadius et Trissotin. Il serait intéressant également de s'intéresser à la scène 6 de l'acte 2, lorsque Philaminthe renvoie la servante Martine pour un écart de langage, voir quel est cet écart de langage et quelle est la norme imposée par Philaminthe dans sa maison. Il serait également intéressant d'interroger le type du pédant en s'intéressant à son évolution au cours de l'histoire du théâtre, d'abord en partant donc du théâtre médiéval où le personnage l'écumeur de latin préfigure le pédant molièresque, et vous pourrez également faire un détour par la Commedia dell'arte avec le personnage du dottore qui est un savant qui évidemment en sait trop et qui montre qu'il en sait beaucoup. Vous trouverez sur cette même page de la Minute pédagogique des références vers d'autres textes de Molière, des textes de La Bruyère ou de Montaigne, pour enrichir la question et nourrir la réflexion des élèves sur le personnage du pédant. Enfin, dernière chose, vous pourrez comparer différentes mises en scène des femmes savantes avec vos élèves pour faire émerger les spécificités de celles de Denis Marleau. J'ai sélectionné pour vous 2 dossiers pédagogiques de 2 mises en scène radicalement différentes. Ainsi, vous pourrez travailler et questionner le rôle du metteur en scène dans ces différents partis pris. Ce premier numéro de la Minute pédagogique de la saison 2013-2014 est terminé. C'était aussi ma première Minute pédagogique, donc je vous remercie pour votre indulgence. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro qui sera consacré au spectacle The Scottish Play, mis en scène par Cédric Aurin, artiste associé au Phénix.